Voici le nouveau Toyota Grand Highlander, le plus grand des Toyota Highlander, le plus gros VUS qu'ils produisent qui n'est pas sur un châssis en échelle, mais qui nous arrive avec une toute petite consommation d'essence grâce à une motorisation hybride dont est équipé le modèle qu'on essaie aujourd'hui. On vous présente ça aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc, qu'est-ce que le Grand Highlander? En fait, c'est un VUS qui entre dans la gamme de Toyota, qui ne remplace pas un modèle existant. C'est vraiment un nouveau modèle qui se positionne au-dessus du Toyota Highlander en termes de dimension, mais qui est basé sur la plateforme du Highlander. Donc, ce n'est pas un VUS sur un châssis en échelle, par exemple, comme le serait le Toyota Land Cruiser, le Lexus LX ou le Toyota Sequoia. Donc, ici, on a vraiment une plateforme qui est associée à une voiture avec un moteur qui est monté transversalement à l'avant. Ce qui est bien avec le nouveau Grand Highlander, c'est qu'il vient répondre à un besoin qui n'existait plus vraiment dans la gamme de Toyota, qui est celui d'avoir un VUS 3 rangées, mais quand même avec beaucoup d'espace où la troisième rangée n'est pas accessoire. Historiquement, c'était un marché qui était comblé par les mini-fourgonnettes, mais elles sont de moins en moins populaires. Toyota a la Sienna dans ce segment-là. C'est un véhicule qui est très populaire d'ailleurs chez les chauffeurs de taxi. Environ 7 litres au 100 km, disponible en traction intégrale, mais c'est pas tout le monde qui aime le look. Le Highlander, lui, bon, c'est quand même un VUS intermédiaire, mais c'est pas non plus un VUS pleine grandeur. Le Toyota Sequoia, qui est disponible en version hybride, en fait, qui est seulement hybride, c'est un beaucoup plus gros véhicule, beaucoup plus cher, consommation aussi qui est beaucoup plus élevée. Donc là, on entre dans la catégorie, par exemple, du Chevrolet Traverse. Il y a d'autres véhicules là, qui sont un peu dans cette catégorie-là, mais ce n'est pas tous les constructeurs qui offrent un produit. Là où Toyota se distingue, c'est que le Grand Highlander est disponible avec des motorisations hybrides et dans un cas, elle est très économique. Donc en fait, on a 3 choix de moteur. Le moteur de base sera un 2,4 litres turbo-compressé de 265 chevaux, qui est un moteur qu'on a vu dans d'autres modèles Toyota. Il y a un modèle juste au-dessus en termes de prix, généralement 3 000 $ de plus, par exemple, en version XLE, qui est équipé d'un moteur 2,5 litres et d'un système hybride. Donc, c'est un système hybride similaire à ce qu'on va trouver dans le Highlander hybride, dans un RAV4, par exemple, qui serait hybride aussi. Dans le cas du Grand Highlander, il produit 245 chevaux. Donc, il y a différentes puissances là, au niveau de ce système-là. Il sera plus puissant dans un Grand Highlander que dans un RAV4, par exemple, encore plus puissant dans un RAV4 Prime, on a une plus grosse batterie pour pousser l'énergie. Puis là où c'est vraiment incroyable, c'est que ce VUS-là, 3 rangées, 8 places, va consommer environ 7 litres au 100 en moyenne. On peut même descendre en dessous de 7 litres au 100 en ville selon les normes là, de NRCan ou de l'EPA. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, si on prend le 2.4 turbo qui n'est pas hybride, là, on a une consommation plus élevée. Et il y a une version hybride max Limited qui est disponible, qui est un 2.4 ou un 2.5 litres turbo et un système hybride. Alors là, on va avoir environ 9 litres au 100, mais énormément plus de puissance. La question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est suffisant le 2.5 litres hybride dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui? Donc, c'est ce qu'on vous présente dans cet épisode de Plus de Millage. Le Grand Highlander, c'est vraiment un gros véhicule. D'ailleurs, j'ai dû reculer mon téléphone, ma caméra, pour être en mesure de filmer cette scène. Donc, c'est vraiment un véhicule beaucoup plus gros que le Toyota Highlander. Le style aussi est assez différent. Donc, on porte le nom du Highlander, mais au niveau des éléments de style, c'est vraiment différent. Là, c'est un véhicule qui aurait pu porter un nom différent, puis ça aurait été très bien. Je crois que Toyota a choisi le nom Grand Highlander parce que le Highlander, c'est un véhicule qui est très bien réputé. Si on regarde, par exemple, il y a des palmarès à chaque année, des véhicules dont le plus haut pourcentage se sont rendus à 200 000 milles, 320 000 km. Généralement, il y a un modèle de Toyota Land Cruiser en première place, mais c'est des véhicules beaucoup plus chers que les gens veulent entretenir et veulent conserver leur valeur. En deuxième place, on a systématiquement le Highlander. Donc, c'est un véhicule que les gens achètent, qui gardent longtemps. Sur la liste des véhicules que les gens gardent 15 ans, c'est toujours le premier. Bref, c'est vraiment une voiture là, qui a une excellente réputation. Donc, c'est ce que Toyota a été faire. Un peu comme Ford qui choisirait, par exemple, d'appeler son VUS électrique le Mustang Mach-E parce que Mustang porte énormément de valeur dans cette marque-là. Donc, le Grand Highlander, c'est une version allongée du Highlander, mais comme je disais, c'est pas nécessairement le même style. Donc, c'est pas, par exemple, comme un RX 350L versus un RX 350 où on a juste allongé la plateforme. Le style est différent, c'est plus gros, c'est plus large. En fait, ce qu'on vient avoir ici, c'est vraiment un véhicule qui donne à peu près autant d'espace à l'intérieur qu'une minivan. 8 places, vraiment énormément d'espace, comme un Chevrolet Traverse, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc,
Personnellement, là, j'aime beaucoup ce format-là de véhicule dans un véhicule qui est basé sur une plateforme de voiture, donc qui n'est pas sur un châssis en échelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait à la gamme de Toyota. J'ai vraiment hâte de l'essayer. À l'avant du Grand Highlander, on a une très grande grille. Hein? Et sous le capot, ce 2,5 litres-là qu'on a, ça reste tout de même, en fait, la motorisation ou le moteur thermique le plus efficace au monde, avec quelque chose comme 41% d'efficacité thermique. Donc, c'est vraiment ce qui permet à un véhicule comme le Grand Highlander, qui est très volumineux, assez lourd, d'avoir une consommation d'essence aux environs de 6,7, 7,4 litres au 100, si on est en ville ou sur la route. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Chapeau à Toyota de l'avoir fait. J'aimerais qu'il y ait plus de constructeurs qui se lancent dans des produits comme ça. Lorsqu'on voit des véhicules comme le Chevrolet Traverse, qui nous arrivent, oui, avec une motorisation turbo qui, oui, est plus efficace que le V6 précédent, mais en termes de consommation, c'est absolument pas au même niveau que le véhicule qu'on essaie aujourd'hui. À l'avant du Grand Highlander XLE, on réalise qu'on a vraiment un très gros véhicule. Donc, en fait, dès qu'on entre, là, c'est très spacieux. On sait qu'on n'est pas dans un VUS compact ou intermédiaire. On a vraiment une grosse plateforme, puis on le sent dès le début. En fait, c'est ça un des avantages de ces véhicules-là, c'est qu'on se sent bien, on se sent confortable, il y a de l'espace, c'est super bien. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. Si on parle du combiné d'instruments Android Auto, ce genre de choses-là, bien, on a quelque chose de très standard dans l'industrie, donc un combiné d'instruments numériques. On a un système qui a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Toyota était assez en retard, en fait, dans l'industrie avec ces technologies-là. C'est arrivé un peu tard, il y avait leur propre application qui connectait un téléphone Android, mais c'était pas au niveau des autres. Donc ici, on a quelque chose de plus conventionnel qui fonctionne bien, Android Auto sans fil, recharge de téléphone sans fil aussi. Ça fonctionne là, sans aucun problème, donc ça, c'est très, très, très bien. Au niveau de la qualité des matériaux, ici, on a la version de base XLE qui, en fait, pour des modèles moins chers chez Toyota ou plus petits, correspondrait à un modèle de milieu de gamme. Donc, c'est adéquat. Il y a un mélange de plastique dur et de plastique mou. Si vous les touchez, en fait, là, vous allez réaliser qu'il y a certaines surfaces qui ne sont pas moussées. Ça me rappelle beaucoup les plastiques durs qu'il y a dans mon Toyota RAV4 2013. Il y a des gens qui vont être déçus. Si ce que vous recherchez, c'est un intérieur luxueux, soit ne vous dirigez pas vers la Grand Highlander ou allez vers un modèle plus luxueux. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui préfèrent les produits de GM, par exemple, ou de d'autres constructeurs, parce que là, les intérieurs sont bien. Ici, c'est pas ça. Du moins, pas dans le modèle XLE. Mais ce qui est exceptionnel, c'est l'espace à l'intérieur et la consommation d'essence. Et ça, il n'y a pas, à ma connaissance, de véhicules dans ce segment de marché-là, avec ce prix-là, qui ont une consommation d'essence qui s'approche de celle du Grand Highlander, qui est vraiment exceptionnelle. En fait, on a une meilleure économie d'essence que des modèles comme le Outlander PHEV une fois qu'on tombe en mode hybride, alors que c'est un plus petit véhicule. Dans la deuxième rangée du Toyota Highlander, on a beaucoup d'espace pour les jambes. Ici, c'est vraiment absolument parfait. On a une banquette en fait à 3 places à l'arrière. Je présume qu'il y a une version probablement avec 2 sièges baquets qui est aussi disponible. Mais là, il faut se rappeler qu'on est dans la version XLE. Donc, c'est le modèle de base. Généralement, c'est ce qu'on va retrouver, une banquette 3 places. La climatisation 3 zones, des prises USB-C seulement dans ce véhicule-là. C'est rare qu'on voit ça, que les constructeurs vraiment éliminent toutes les prises USB-A, mais c'est le cas ici. On a aussi une prise 12 volts. Il y a quand même beaucoup de rangement dans cet espace-là. Là. Donc, c'est vraiment, je dirais, ça à quoi on peut s'attendre d'un véhicule dans cette catégorie de prix-là, de cette taille-là aussi. Là, c'est vraiment très, très, très bien. Je suis maintenant assis dans la 3e rangée du Grand Highlander. Même dans l'espace du centre, là, je suis capable d'entrer. Le seuil des genoux est assez élevé, donc c'est sûr que ça va être plus agréable pour des enfants de faire des longs voyages dans cette place-là. Je n'enverrai pas des adultes à l'arrière pour des longues distances, mais pour des courtes et des moyennes distances, en fait, là, on n'est pas inconfortable. C'est fonctionnel, il y a assez d'espace. C'est vraiment plus au niveau de la hauteur du seuil du siège que c'est un peu difficile. Puis on a quand même un débattement pour la tête. Moi, je mesure environ 1,70 m, à peu près 5 pieds 7. Donc, c'est sûr que je ne suis pas très grand. Pour une personne plus grande, il pourrait manquer d'espace pour la tête. Mais sinon, là, pour le besoin auquel répond ce véhicule-là, qui est celui des relativement grandes familles, où ce sera des enfants qui ne sont pas trop gros, qui vont être assis à l'arrière, ça va vraiment être correct. C'est quelque chose où c'est un véhicule où on peut utiliser la 3e rangée au quotidien, je dirais. Comme la plupart des gros VUS, c'est ce qu'il y a à l'arrière qui nous intéresse. Mais avant de parler du coffre et de l'espace à l'intérieur du coffre du Toyota Grand Highlander, je vais apporter votre attention à un petit élément intéressant, l'attache-remorque. En fait, il est vraiment super bien intégré au véhicule. Donc, c'est vraiment une attache-remorque, évidemment, d'entreprise de Toyota qu'on a ici. Mais je trouve que l'intégration se fait super bien. Il ne dépasse pas. Il est vraiment à l'endroit où il devrait être.
Petit fait intéressant aussi à noter, on a seulement en fait une prise 4 brins ici. Donc on a un très gros VUS, mais une attache remorque qui est destinée probablement à des relativement petites remorques. Pas parce que la capacité de l'attache remorque est faible, mais parce qu'on n'a pas de provision pour des freins électriques pour quelque chose qui serait plus gros. Puis en fait, je pense que c'est vraiment en ligne avec la philosophie de ce véhicule-là, surtout dans la version hybride qu'on a aujourd'hui. Avec 245 chevaux, c'est adéquat pour déplacer le véhicule, mais c'est pas un véhicule que je choisirais, du moins pas avec cette motorisation-là, pour tracter de lourdes charges, tracter une grosse roulotte, même une moyenne roulotte en fait. Mais si vous avez une remorque à utiliser de temps en temps, une petite roulotte à tirer, ça peut être très bien. Mais si vous voulez tracter des lourdes charges, mais là, la version hybride max, ça pourrait être mieux. Probablement que le 4 cylindres turbo aussi est plus approprié, ou un autre modèle qui serait équipé dans un autre constructeur d'un moteur plus puissant. Donc, parlons maintenant du coffre. On a un espace derrière la troisième rangée qui est plus avantageux que dans la plupart des VUS intermédiaires parce qu'encore là, on a un plus gros véhicule. Donc, ça approche plus d'un Chevrolet Traverse et c'est vraiment très bien parce que ici, vous êtes en mesure, par exemple, d'entrer l'épicerie pour une bonne famille, même avec la troisième rangée relevée sans avoir besoin de la rabattre, ce qu'on ne pourrait pas faire dans un Toyota Highlander normal ou dans bon nombre d'autres véhicules. On a essayé, par exemple, le GMC Acadia récemment, qui était un peu plus petit que celui-ci et c'est pas approprié à ce niveau-là. Sous le coffre, on trouve un petit espace de rangement, mais c'est vraiment minime. En fait, c'est vraiment plus pour le cric qui est fourni avec le véhicule, le cache-bagage, ce genre de choses-là. Il y a très peu d'espace là, pour mettre des effets personnels ou des trucs à utiliser en cas de panne, par exemple, des choses comme ça ici. La troisième rangée du Highlander se rabat manuellement. J'ai généralement peu de plaintes contre ce genre de choses-là. En fait, je préfère un système manuel à un système automatisé. Cependant, on n'a pas de loquets qui sont disponibles vraiment près de l'utilisateur à l'arrière. Donc, il faut vraiment aller manipuler les sièges. Puis, bon, je vais peut-être vous mettre des portions de vidéo. Là. Ça a été quand même assez difficile pour moi de le manipuler la première fois. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est lever le loquet qui est dans le haut du siège. Puis, on prie pour que l'appui-tête, en fait, se rabatte au moment où le siège va descendre. Il ne faut pas lâcher le loquet, donc il faut vraiment le prendre, on le pousse, et puis là, l'appui-tête se referme exactement au dernier instant possible avant de bloquer en frappant le siège de la deuxième rangée. Donc, on va tenter de répéter l'expérience de l'autre côté. Et non, ça n'a pas fonctionné. Donc, on réessaye. Ah, presque! Yep. OK. Maintenant, il est rabattu. Puis là, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, une fois qu'on s'est contorsionné un peu comme ça, on a vraiment un énorme espace de chargement. Là, ça, ici, vous voyez, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, c'est ça l'avantage, en fait, du Grand Highlander. Si vous utilisez ce véhicule-là, puis que vous utilisez en général seulement la deuxième rangée, l'espace de chargement que vous avez derrière la deuxième rangée, c'est vraiment immense. Évidemment, ce n'est pas un Suburban. Mais là, on se rapproche de ce qu'on aurait dans un Tahoe ou dans un Sequoia. C'est vraiment excellent. Nous voici maintenant au volant du Grand Highlander. Au niveau de la conduite, on sent vraiment qu'on a un gros véhicule. Pas au sens où c'est encombrant ou laborieux de se déplacer, mais on est vraiment en confiance. On sent qu'on a un véhicule qui est de bonne taille, qui est plus lourd, plus volumineux, par exemple, qu'un Toyota RAV4. Donc ça, c'est vraiment réussi au niveau de Toyota parce que parfois, quand on construit des beaucoup plus gros véhicules sur des plateformes de plus petites voitures, ça peut être problématique, mais dans le cas du Grand Highlander, ça l'est vraiment pas. Évidemment, je vous ai déjà parlé de la capacité de remorquage dans d'autres segments de cet épisode-là. C'est pas nécessairement un véhicule avec lequel j'irais tracter une remorque de 3000 livres pendant une très longue distance parce que au niveau de la puissance, c'est adéquat pour déplacer le véhicule au quotidien, mais pour tracter des lourdes charges sur l'autoroute ou sur des longues distances, routes secondaires, ce genre de choses-là, probablement que c'est pas le meilleur choix. Évidemment, le Grand Highlander est équipé d'une ECVT Toyota, donc c'est un système hybride qui fait aussi office de transmission et c'est un rapport infiniment variable. Là, évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails de conception de cette transmission-là, mais c'est vraiment exceptionnel. Si vous avez du temps, là, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Il y a une vidéo, entre autres, d'un monsieur qui explique comment ça fonctionne, cette transmission-là. C'est capoté. Il y a quelque chose comme 7 modes de fonctionnement. Il peut être en mode seulement électrique, en mode seulement essence, en mode hybride.
Puis les ratios de transmission sont infiniment variables parce que dans l'ensemble d'engrenages planétaires, il y a un moteur électrique qui contrôle la vitesse de rotation de l'engrenage extérieur, ce qui permet de, contrairement à un système d'engrenage planétaire standard qui a 2 ratios ou un ratio, bien là, on a des ratios infiniment variables parce qu'on peut le verrouiller ou, en fait, dicter la vitesse là, de cet engrenage planétaire-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ceci étant dit, un véhicule hybride Toyota, c'est pas ce qui est le plus agréable à conduire, surtout dans un gros véhicule comme le Grand Highlander. En fait, le moteur va rapidement monter en régime. C'est pas un moteur très puissant. Là, il ne faut pas me citer sur ces statistiques-là, mais la dernière fois que j'avais vérifié, ce 2,5 litres-là à Sickle Atkinson produisait 176 chevaux. C'est peut-être plus aujourd'hui, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on est dans ces eaux-là. On a un moteur qui n'est pas très, très puissant, en fait. Donc, il faut qu'il monte rapidement en régime parce que, ultimement, c'est lui qui va fournir la totalité de l'énergie utilisée par le véhicule. On peut tomber en mode électrique ou en mode hybride, où on a une assistance qui nous vient du système hybride, mais au final, toute cette énergie-là a été produite par le moteur à essence. Le système hybride, lui, il ne fait que prendre de l'énergie qui est disponible, par exemple, au freinage, et la redistribuer. Et parce qu'on a cette flexibilité-là qui vient du système hybride, on est capable d'utiliser un 4 cylindres à Sickle Atkinson qui est extrêmement efficace, qui ne serait pas nécessairement approprié ou agréable dans un véhicule purement thermique. Mais là, cette alliance-là du système hybride avec le 2,5 litres à Sickle Atkinson, ça fait qu'on a une consommation d'essence vraiment minuscule. On a quelques modes de conduite là, dans le Grand Highlander, entre autres un mode éco. Personnellement, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je trouve que la direction est beaucoup trop légère dans ce mode-là. Mais ça, c'est un commentaire que j'ai en fait pour beaucoup de véhicules Toyota. Puis dès qu'on se met en mode normal, bien là, on retrouve une conduite qui est plus normale, justement, et, à mon humble avis, là, plus agréable. Le rayon de braquage est surprenant en fait, là, pour un véhicule de cette taille-là. Je viens de me retourner dans un cul-de-sac, puis ça m'a vraiment surpris parce que je conduis un RAV4 au quotidien, 2013, puis le rayon de braquage est vraiment nul là, sur ce véhicule-là, tandis que dans celui qu'on essaie aujourd'hui, c'est vraiment bien. Nous voici maintenant à la conclusion de notre essai du Toyota Grand Highlander, le nouveau VUS pleine grandeur de Toyota disponible en version hybride. Vraiment, chapeau à Toyota d'avoir réussi ça. Ça donne aux gens une option qui n'existait pas. Donc les gens, si vous cherchez un VUS hybride, bien, vous pouviez aller dans du plus petit. Le Highlander, c'est quand même une option, mais ça ne répondait pas nécessairement aux besoins des grandes familles. Il y avait la Sienna, mais encore là, c'est une minivan. Donc avec le Grand Highlander, je crois que Toyota va vraiment frapper un coup de circuit. Je me questionne à savoir c'est quoi la pertinence du 4 cylindres turbo dans la version de base. Peut-être pour les gens qui veulent tirer plus, tirer une petite roulotte, ça donne quand même un peu plus de coupe, bon, puis il y a plus de puissance, mais je pense que la version hybride, ça devrait être la version de base. Puis, il y a aussi la hybride Max que j'aimerais bien essayer, qui est seulement disponible en version, par exemple, Limited, la plus dispendieuse. Le Grand Highlander a aussi un grand frère chez Lexus, le Lexus TX, qui est disponible non pas avec cette formule hybride-là, mais il y a une version PHEV avec un V6 et un système hybride branchable. Je pense que Toyota a reconnu que le 4 cylindres turbo, le 2,4 litres, c'était pas nécessairement la meilleure base pour certains de ces modèles en version hybride ou hybride branchable. Donc le Lexus TX nous arrive avec un nouveau V6 système hybride branchable, vraiment intéressant. J'aimerais vraiment ça l'essayer. Mais pour ce qui est du Grand Highlander, définitivement, on vous le recommande sans aucune restriction. Si vous ne tirez pas des super grosses charges et que vous avez besoin d'un gros véhicule au quotidien pour transporter toute la famille jusqu'à 8 personnes, c'est vraiment excellent. Puis je pense même que si vous attendez, par exemple, un RAV4 Prime depuis des années parce que les listes d'attente sont super longues, ça peut valoir la peine de se demander s'il y a un Highlander hybride ou le Grand Highlander hybride qui vont se vendre à peu près dans les mêmes prix qu'un RAV4 XSE hybride branchable, si ce n'est pas plus intéressant pour vous, surtout si vous pouvez l'avoir dans un délai plus raisonnable. Je pense qu'il y a un peu d'attente pour les hybrides, mais pour les versions 4 cylindres turbo, là, il y en a même de disponibles chez plusieurs concessionnaires. Donc, c'était Gabriel à Plus de Millage. On se dit à la prochaine.